bien, bonjour à tous. Et je veux d'abord remercier M. Mesriala pour avoir l'opportunité en France, de vous présenter notre nouveau président, parce que je crois que les médias lui ont déjà fait un portrait qui ne correspond pas du tout à l'homme qu'il est en réalité. J'ai eu la chance de connaître Donald Trump il y a plusieurs dizaines d'années, sur son chantier, quand il n'était que, on dirait, un homme de la construction. Bien sûr, c'est un homme de la construction qui a très bien réussi, qui avait très bien réussi. C'était aussi un génie de la construction. Donc, je me suis trouvée avec lui, avec un représentant de la France, un businessman français, qui avait l'intention d'acheter un appartement à New York. Monsieur Trump était là sur son building qui n'était qu'en construction. Il était là en train de travailler avec ses ouvriers. Il n'était pas ni en costume, ni très loin de son personnel. Il était là avec sa pioche, son casque, et il travaillait avec les autres. Le building n'étant pas terminé, nous voulions monter au 30e étage pour avoir la vue de la penthouse. Eh bien, écoutez, je n'ai jamais eu si peur de ma vie parce que M. Trump a dit « Oui, mais bien sûr, alors moi, avec mes petits talons et puis mon costume de business, j'allais me diriger vers un ascenseur qui n'existait pas. » Il a donc fallu monter par l'ascenseur, ce que vous appelez l'ascenseur de construction, c'est-à-dire le long du mur, une planche et 2 petites ficelles et 4 pôles en iron, en fer. Et on monte le long du mur. Voilà, ça bouge. Et quand vous arrivez au 4e étage, vous sentez vos jambes. Et on est monté comme ça jusqu'au 30e étage. L'homme d'affaires qui était là ne pouvait plus marcher, moi non plus, en 30e étage. Et les autres étaient exactement comme s'ils étaient à la maison. Donc nous avons visité ça et nous avons bien amusé tout le monde avec notre frayeur. Moi, je suis redescendue à pied en tenant mes chaussures à la main, les 30 étages dans les escaliers en ciment. J'ai continué et je vais vous donner une autre anecdote sur M. Trump, parce que vraiment, cet homme n'est pas ce que vous pensez. C'est un homme non seulement dans son business qui est très près de ses ouvriers, très près des gens qui travaillent pour lui, et qui respecte le monde ouvrier, et qui aime le monde ouvrier. As a matter of fact, il est beaucoup plus à l'aise avec les gens de ce qu'on appelle le middle class qu'il n'est avec l'élite américaine. Ça, retenez bien ça. En ce qui concerne sa vie personnelle ou sa vie de famille, ah, bien sûr, il a été marié 3 fois. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il a élevé ses 3 enfants. Et laissez-moi vous dire que j'ai 2 fils. Et que je me suis battue en Amérique pour élever mes enfants et pour les tenir loin de ce que 50% de la jeunesse américaine connaît, c'est-à-dire l'alcoolisme et la drogue, surtout dans les universités. Eh bien, les 3 enfants de M. Trump sont des enfants parfaitement élevés et qui n'ont jamais ni touché ni l'alcool ni la drogue. Et qui sont tous des gens du business. Ce sont vraiment 3 enfants modèles. Et ça, aux États-Unis, c'est quelque chose de magnifique. C'est une très bonne éducation. Et maintenant, il a 2 de ses épouses sur 3 qui sont des femmes qui viennent de ce qu'on appelle l'Europe de l'Est. Donc c'est un homme qui a une très grande connaissance de ce qui se passe en Europe. C'est un homme qui a une très grande connaissance de ce qui se passe dans le monde du business. Il n'est pas par les femmes. Bien sûr, ça arrive toujours par les femmes. Tout arrive. Alors, comment est-il? On a toujours dit que M. Trump, c'est le genre, comme vous diriez en France, cavaleur, arrogant. C'est pas ça du tout. Cet homme-là, c'est pas ça du tout. Bien sûr, aux États-Unis, lorsque vous êtes un millionnaire, bien sûr que les femmes vont vous courir après. Laissez-moi vous dire ça, pas besoin d'être un millionnaire pour que les femmes vous courent après. Et il en avait marre. Il en avait assez, et quelquefois il s'est révolté, parce que M. Trump n'est pas du tout un cavaleur. Et il n'est pas anti-féminisme.
Beaucoup de femmes travaillent avec lui. Alors, vous avez vu dans son administration le genre de femme qu'il a employé. Monsieur Trump n'est pas non plus quelqu'un qui est arrogant et qui va rester dans l'idée qu'il s'est fixée. C'est un grand négociateur. On n'arrive pas à avoir une des premières fortunes du monde sans savoir se mettre assis à table et discuter avec les gens. C'est un grand négociateur. Et il aime ça. Il aime ça. Et il gagne toujours. Il a toujours gagné. N'oubliez pas que ce n'est pas un perdant, c'est un homme qui a le succès. Et nous, je vais vous dire quelque chose, je fais partie du Tea Party, peut-être ça ne plaît pas à tout le monde, enfin c'est comme ça. J'étais dans le commencement du Tea Party en 2009-2010, où nous avions commencé un mouvement pour essayer de changer l'Amérique et de la ramener à ce qu'elle était au départ, puisque l'Amérique c'est un pays neuf qui a monté très vite. Pourquoi? Grâce à sa constitution. Si vous connaissez la constitution américaine, c'est un tout petit livre de rien du tout, mais c'est grâce à ça qu'on a réuni des gens du monde entier qui sont venus s'installer aux États-Unis et qui ont réussi à créer la première puissance mondiale. Je dis bien ce qui était la première puissance mondiale, mais ce qui n'est plus la première puissance mondiale. Et ça n'est pas seulement la faute d'Obama, c'est certainement la faute aussi des précédents présidents. Moi, personnellement, et ça c'est mon opinion, moi je pense qu'on a commencé à dégringoler avec Jimmy Carter, quand il a laissé tomber le Shah d'Iran. Ça, c'était le premier pas. Après, l'Amérique a fait des petites montées comme ça. Maintenant, Obama, c'est la cerise sur le gâteau. 8 ans d'Obama ont mis l'Amérique à genoux, économiquement, socialement, moralement, j'en passe, c'est les meilleurs. Et quand l'Amérique a été à genoux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. L'Amérique a beaucoup prié. L'Amérique est de religion chrétienne, de tradition judéo-chrétienne. Et l'Amérique prie, spécialement dans le sud, de ce qu'on appelle la Bible Belt. Et nous avons eu la candidature de M. Trump. C'était une surprise. J'étais moi-même la première surprise, puisque j'ai déménagé de New York dans le Tennessee, j'étais moi-même la première surprise quand j'ai vu Donald Trump. J'ai dit, mais il va se présenter. Il était là-bas à Phoenix. J'ai tout de suite passé mon petit coup de fil à New York. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va soutenir Bush? Est-ce qu'il va soutenir? Lequel va-t-il soutenir? Parce qu'il avait l'habitude, en tant que businessman, de financer toutes les campagnes. Il finançait les démocrates, il a financé Mme Clinton, parce que quoi? On venait tous à la soupe chez Donald Trump, parce qu'il y avait de l'argent, qu'on soit démocrate ou républicain. Donc, il avait des relations avec tous. Mais je vais vous dire quelque chose. Il avait déjà sa propre opinion de fait. Parce que le 16 janvier 1991, j'étais toujours à New York et j'étais dans une partie de birthday. Et tout d'un coup, en se tournant vers la télévision, qu'est-ce qu'on voit? Que l'Amérique avait commencé à bombarder, en Irak. Et bien, M. Trump, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit, ils sont fous, ils vont complètement déstabiliser le Moyen-Orient. C'était tout ce qu'il pouvait dire, le pauvre malheureux. Il n'avait aucune puissance à ce moment-là. Mais il s'est toujours tenu au courant de l'évolution de la politique américaine. Et quand il a décidé, parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes de son entourage, dont je ne sais pas si vous connaissez Sherif Arpaio, et beaucoup d'autres dont je ne citerai pas le nom, pourquoi vous décidez à prendre la présidence? Vous avez tout, il avait tout. Voilà, c'est le premier président qui quitte un appartement ou une tour comme les Trump Tower ou Mar-a-Lago pour aller habiter dans une maison blanche. Pour lui, ça n'est pas une promotion. Pour lui, c'est faire un sacrifice de changer d'appartement. Alors, que voulez-vous? Et qu'est-ce qu'il nous a répondu? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, l'Amérique a besoin de moi. Moi, je peux faire mieux que tous ces politiciens. Et on a commencé la campagne. Donc on a décidé, bon, puisque c'est comme ça, allez, on y va, on essaie.
Mais j'étais persuadée qu'il allait gagner. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner? Moi, ça, je le dis pour les Français. Parce que il a écarté complètement l'élite financière. Il a dit, de votre argent, je n'en ai pas besoin. Vous ne pouvez pas m'acheter, parce qu'il savait très bien que si vous avez une compagnie qui vous donne 3, 4, 5, 6 ou 10, 20, 30, 40 millions, parce que ça va comme ça, pour de dollars pour votre compagnie, après, vous êtes redevable à ces gens-là. Il n'y a pas de problème. Il a aussi laissé les hommes politiques de côté. Il a dit, laissez-moi, moi, je vais directement au peuple. Il a pris son avion, il a pris son argent, et croyez-moi, ça lui a coûté le prix. Et il est allé avec son cœur directement au peuple, de ville en ville, de leur parler et de les écouter. Et personnellement, je peux vous donner des exemples qui nous ont vraiment, qui nous tenaient à cœur. Parce que laissez-moi vous dire que ce que vous voyez peut-être en France, ou ce qu'on vous disait, l'Amérique était dans un état, elle est toujours, mais ça va peut-être s'arranger, dans un état lamentable. Lamentable. Du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue corruption, c'est un pays corrompu, c'est un pays qui n'a pas de loi sociale, je suis désolée de dire ça, vous connaissez certainement le problème qu'on a avec Obamacare, c'est un pays qui a été complètement détruit, c'est détruit. Alors quand vous êtes pourri de l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez aller donner aux autres pays? Des leçons. C'est pas possible. Monsieur Trump a très bien compris que s'il ne reconstruit pas l'Amérique, c'est pas la peine de compter sur les États-Unis pour avoir une influence sur le monde. Parce que moi, je me rends très bien compte que maintenant, l'Amérique est haïe de partout. L'Amérique, il n'a plus de confiance dans l'Amérique. Donc, si vous voulez, monsieur Trump a décidé de mener cette campagne qu'il a menée pour la campagne présidentielle, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un homme qui représente le rêve américain et qui est allé directement à son peuple et le peuple lui a répondu. Quand vous voyez des milliers de personnes qui se précipitent juste pour le voir, juste pour lui donner un signe qu'ils sont avec lui et qu'ils vont le soutenir, vous savez très bien qu'il va gagner. Je me suis trouvée avec lui après à peu près 2 mois de campagne dans le Trump Tower et on descendait sur la 56e à New York. On était donc dans cet ascenseur qui part de Trump Tower. Et moi qui étais new-yorkaise, quand je sors et que la voiture de M. Trump l'attendait pour là, j'ai vu, il y avait peut-être 200 ou 300 personnes qui attendaient sur 5e avenue et 56e, entre 56 et Madison, juste pour le voir. À ce moment-là, j'ai compris, puisque quand on est de New York, on sait très bien que quand il y a une personnalité, tout le monde s'en moque. Personne ne va aller lui demander un autographe, ni rien. Ou ça peut être le président qui se promène dans sa limousine, personne ne prête attention à ça. Eh bien, pour la première fois à New York, depuis des années, j'ai vu les New-Yorkais se rassembler sur le trottoir pour le voir. Quand vous voyez ça à New York, ça vous dit ce qui va se passer après. Et grâce à ça, grâce au rassemblement, ça n'a pas été facile. Il a fallu se battre contre ce que vous appelez l'establishment. Il a fallu aussi se battre numéro 1 contre les médias. La lutte à laquelle j'ai bien participé. Empêcher ces médias de raconter leurs mensonges. C'était quelque chose d'horrible. Dans les rallyes, spécialement, il y avait un rallye en South Carolina, où les médias commençaient à raconter leurs petites histoires. Oh, tiens, voilà, Trump ci, Trump ça. Or, on a poussé les médias dans un coin, on a dit, vous bougez plus de là-bas, parce que si vous bougez de là, vous allez être mis à la porte. Et il a commencé à ouvrir la bouche. Et croyez-moi, ça ne nous a pas arrêtés. Mais maintenant qu'il est président, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il utilise les médias Internet, il va directement, il continue d'aller directement de la Maison-Blanche au peuple. Et ça, sans l'intermédiaire des médias. Donc, je pense qu'après une campagne, comme il en a mené une, où tout le monde disait que Mme Clinton allait gagner, il a gagné la présidence, et croyez-moi, l'homme que vous avez maintenant à la Maison-Blanche, il
il va arranger, il va faire la paix. Sa politique sera une politique de paix. Ce ne sera pas une politique isolationniste, comme on le dit. Oh, Trump a décidé America First. America First, ça ne veut pas dire on va rester dans nos frontières. Ah oui, on va construire le mur. On va le construire, le mur. Mais on ne va pas aller s'ingérer dans la politique des autres pays. On ne va pas leur dire quoi faire. Les Américains qui allaient un peu partout semer la panique vont rester à la maison, commencer de reconstruire leur propre pays et respecter ce que les peuples veulent pour leur propre pays. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Donc, quand vous connaissez la souveraineté, vous savez que c'est totalement l'opposé de la mondialisation. De la mondialisation qui était en cours depuis la formation des Bilderberger en 1952 et qui s'acheminait comme ça tout doucement. Cette mondialisation, elle sera stoppée parce que Donald Trump, président des États-Unis, est contre la mondialisation. Et je pense que nous avons un allié en Russie avec le président Poutine, parce que le président Poutine, lui aussi, est contre la mondialisation. Si vous voulez mon avis sur les relations russes-américaines, c'est une grande porte ouverte, parce que personnellement, avec le Tea Party, il y a des années que j'ai commencé d'essayer de changer l'image de la Russie vis-à-vis du peuple américain. On a diabolisé la Russie, on a diabolisé M. Poutine, et la plupart des Américains, si vous leur demandez Poutine, mais vous êtes fou, c'est le communisme. Maintenant, excusez-moi, il y a 70 ans de communisme, les Russes sont sortis du communisme. M. Poutine est en train de laisser un patriote aussi, et M. Donald Trump est un patriote, et quand vous avez deux patriotes et deux personnes qui aiment leur pays, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne s'entendent pas. Et maintenant, ce qui concerne le Moyen-Orient, je vais vous dire une chose, que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Le Moyen-Orient, c'est un genre de panier à feu. Et l'Amérique, jusqu'à présent, ça c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi, utilisait cet endroit pour un genre de... C'était bénéficiaire pour l'Amérique de continuer des guerres, toujours des guerres, parce qu'on a beaucoup de munitions, on a beaucoup de tout ça. Mais aussi c'est l'Amérique qui est responsable de ce qu'on appelle l'islamisme terroriste. C'est elle qui est responsable de ça. C'est elle qui va devoir nous en sortir. Mais on ne pourra pas le faire sans la participation du Moyen-Orient. Ok, voilà. On ne pourra pas faire sans que les pays arabes, les pays du Moyen-Orient prennent des gens qui comprennent exactement et qui veulent se débarrasser aussitôt de tout. Je fais partie, je vais vous le dire, c'est pas un secret, de ce qu'on appelle International Women Against Sharia Law. Donc je me bats contre la charia, ça fait des années, pas avec beaucoup de succès jusqu'à présent, puisque Obama, lui, c'était le contraire. Mais je me bats aussi pour les femmes qui sont soumises à des lois. C'est terrible, c'est l'horreur. Il faut voir ce qui se passe dans certains pays. Il faut voir aussi ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de problèmes aussi pour les femmes. Il ne faut pas croire que la femme américaine, elle est une femme si heureuse que ça. C'est faux. J'ai donc créé ce qu'on appelle Working Mother for Donald Trump, c'est-à-dire que Donald Trump et sa fille Ivanka vont essayer d'améliorer le sort de la femme américaine. Il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas que la femme musulmane au Moyen-Orient qui est abusée. Nous avons aussi beaucoup d'abus aux États-Unis. Il faut reconnaître ça aussi. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup d'espoir en Donald Trump. Il ne faut pas voir l'homme qu'on vous raconte. Il ne faut pas penser à tous ces médias qui vous disent « Oh, il est ici, il est là, c'est un bully ». Ça n'est pas un bully. Il va s'asseoir à la table, il va écouter tout le monde. Bien sûr, il va faire des erreurs comme tout le monde, surtout que ça n'est pas un politicien. Mais ça, c'est une bonne chose, parce que tous nos politiciens, quand on les élit,
de Sud, Arkansas, Mississippi, Alabama, on a toujours changé, une fois un démocrate, une fois un républicain, on envoie tous à Washington, dès qu'ils passent le Potomac, c'est fini, ils ont tout oublié. Il y a quelque chose dans cette rivière à Washington qui leur atteint la mémoire. Ils perdent totalement la mémoire de leurs promesses politiques. Et quand ils reviennent à la maison, ça y est, ils sont tout joyeux parce qu'ils ont des millions de dollars dans leur poche. Et d'où ça vient, ça? Ça, c'est la question, $1 million. Donc ça va s'arrêter. Toute la corruption va s'arrêter avec Donald Trump. Il a besoin de personne. Et maintenant, on va bien être obligé de parler avec tout le monde. Mais il va parler avec tout le monde. Il va écouter tout le monde, comme il a fait. Il a fait déjà quelques erreurs à l'intérieur de l'administration. Ça, moi je le reconnais, mais parce qu'il a eu autour de lui des gens qui lui ont conseillé de compromise avec ce qu'on appelle establishment. L'intérieur du Parti républicain, j'en sais quelque chose, j'en fais partie depuis des années, c'est pas tout à fait aussi OK que ce qu'on vous raconte. À l'intérieur du Parti républicain, il y a de grandes bagarres. Je ne vous dis que ça. On a l'establishment et on a les autres. L'establishment est très puissant, très très puissant. Personnellement, notre groupe, nous avions demandé à ce que M. Trump écrase l'establishment. Écrasez-le, débarrassez-vous de tout le monde. Il n'a pas voulu. On n'a pas gagné de ce côté-là. On a vu beaucoup de gens comme M. McCain, Graham, ça c'est pour... Et votre... oh, c'est même pas la peine d'y penser à tous ces gens-là qui sont en train de détruire l'Amérique. Personnellement, j'ai essayé de participer contre McCain, on n'a pas réussi. Et même M. Trump lui-même, il a soutenu John McCain. Paul Ryan, Reince Priebus, j'en passe, c'est les meilleurs. Tout ça, ces gens-là sont partis de l'establishment. Qu'on en garde un ou deux, les moindres, bon, mais là, on se trouve avec quelques problèmes. Je crois qu'il a compris et que maintenant, il va ou les mettre dans la bonne direction, ou alors les renvoyer à la maison avec une pension. C'est possible. Bon, alors, ça y est. Bon, eh bien, je vais conclure sur une note d'optimisme. Et je vais conclure en vous disant, surtout, fermez vos télévisions. Demandez. Fermez les télévisions. Laissez les journaux, les grands journaux à la poubelle. Parce que si vous coupez l'audience des télévisions, elles vont automatiquement disparaître. Et pour la France, si vous voulez un conseil, moi je conseille d'aller directement demander aux Français ce qu'ils veulent. Au moins comme ça, c'est beaucoup plus facile. La France, c'est un tout petit pays. C'est comme le Texas. Vous pouvez aller de Paris à Marseille dans la journée. Vous pouvez faire 5 ou 6 développements. Alors, si vous voulez, l'avenir est entre vos mains. Alors, essayez que la France ou le Moyen-Orient, c'est la même chose, ok? L'avenir est entre vos mains. Après tant de destruction, et tant de malheurs, et tant de morts, et tant d'assassinats et de tout. La seule chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, j'ai oublié ça, et ça je veux rectifier, c'est que M. Poutine et Trump ont aussi quelque chose en commun, ce sont deux chrétiens. Donald Trump est un chrétien. Il défend les chrétiens. M. Poutine est un chrétien. Il défend les chrétiens. Bien qu'on nous raconte des histoires de Grégoire là, au sujet de M. Poutine, il est chrétien. Donc ces deux leaders mondiaux doivent ramener la paix. Et j'aurais vous partir avec une note d'optimisme. Bravo.